Bonsoir à tous, merci. Je crois qu'on va pouvoir commencer parce qu'on est quasiment au complet. On est vraiment content que vous soyez venus aussi nombreux. Après, on se doutait bien qu'après l'été qu'on vient de traverser, enfin que nous avons traversé cette année, l'intérêt serait un peu important. Alors, tout ce qu'on espère, c'est que ça ne soit pas que des personnes déjà concernées par toutes ces problématiques qui soient là ce soir. Ou en tout cas, puisque vous sentez obligatoirement concernés, en tout cas qu'après vous deveniez des ambassadeurs de tout ce qui sera dit ce soir. Alors, l'eau, évidemment, tout le monde répète la même chose, c'est indispensable à la vie, aucune existence n'est possible sans eau, aucune planète sans eau ne peut nous recevoir, malgré ce que dit monsieur Elon Musk. Cependant, pour autant, je suis à peu près persuadée qu'on ne sait pas exactement comment on la capte, d'où elle vient, quelle est son histoire, etc., etc. Donc c'est le but de cette soirée, organisée par la mairie et le Conseil Vensois pour le climat. Fred nous en parlera en deux mots avant de passer la parole à nos invités. Nos invités absolument formidables. On commencera par Marc Schext, notre mémoire communale, on va dire. Ça te va comme appellation? Parfait. C'est bien à cet âge-là d'être une mémoire, parce que souvent c'est à cet âge-là qu'on commence à la perdre, en tout cas moi en tout cas. Moi aussi. Voilà. Arnaud Rostand, qui est directeur technique d'Eau d'Azur, hein, tu nous expliqueras que voilà, on est désormais en régie métropolitaine, hein, ce qui est très très important aussi, et qui est une tendance presque générale en France, de retourner en régie. Et puis, on a voulu faire le lien avec l'agriculture, parce que c'est pas le tout de penser à l'eau, à tous les conseils un peu gnangnang qu'on entend encore sans arrêt, c'est-à-dire éteignez la lumière quand vous quittez une pièce, fermez le robinet quand vous vous brossez les dents, gna gna gna. L'eau, c'est beaucoup plus que ça, évidemment. Hein. Et l'eau, c'est d'abord la ressource essentielle pour pouvoir nous nourrir. C'est pour ça qu'on a pensé que certains des agriculteurs du territoire pouvaient être présents pour nous expliquer comment ils gèrent ce problème et comment ils vont le gérer. Ils vont avoir à le gérer d'une manière problématique de plus en plus à l'avenir. Pourquoi je dis de plus en plus à l'avenir? Parce que là, je viens d'entendre le bilan de la compagnie des assurances, enfin, de l'assurance qui réassure toutes les compagnies d'assurance. Bon, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais bon, ça doit être un truc absolument monstrueusement plein d'euros, de dollars et autres monnaies. Mais en tout cas, ils viennent de faire le bilan en disant, si je retrouve dans mes notes, oui c'est ça, que les indemnisations sécheresse s'élèvent en 2022, en France uniquement bien sûr, à 10 milliards d'euros. Ce dont il faut se souvenir, c'est qu'entre 2016 et 2020, ça s'élevait à 3,5 milliards chaque année. Et d'après leurs estimations, parce que ces gens-là ont bien entendu tous les moyens possibles pour faire des projections avec des bureaux d'études extrêmement savants, ils pensent qu'à l'horizon 2025-2030, ça va tripler. Donc, vraisemblablement, les épisodes de sécheresse seront de plus en plus dramatiques et que les conséquences, hein, les maisons qui fissurent, etc., seront de plus en plus prégnantes. Et que donc, peut-être, auront-ils des difficultés à assurer un certain nombre de biens et de personnes. Il me semble que ces chiffres sont très parlants parce que ce ne sont pas des écolos, en particulier, hein, ce genre de structure. Donc, lorsqu'il s'agit d'approche financière du problème, on peut être sûr qu'on peut s'appuyer dessus, quoi, et être certain que c'est exactement ce qui va se passer. Alors, juste deux mots Alors, monsieur le maire devrait être là, hein, il a été un peu retardé. Fred, tu peux nous parler du Conseil Vensois pour le climat qui organise avec la mairie cette soirée, s'il te plaît.
Bonsoir à toutes et tous. Vous m'entendez là? Ça va? Oui, donc je suis habitant Vansois. Je suis là au titre de représentant du collectif Vansois qui s'est constitué suite au salon Vanseco Habitat qui avait eu lieu en mars de l'année dernière, au cours de laquelle était intervenu Arthur Keller. Pour ceux qui ne le connaissent pas et qui sont sensibles aux enjeux environnementaux, je vous invite à aller sur YouTube et voir ces conférences qui sont saisissantes et motivantes. Et donc suite à cette conférence-là, Monsieur le maire avait décidé de mettre en place un groupe de travail. Donc il y a une vingtaine de citoyens vansois qui se sont proposés volontaires. Et il y a plusieurs groupes qui ont été constitués. Donc un groupe sur le thème de la végétalisation, un groupe sur le thème de l'eau, un groupe sur le thème du glanage, et un groupe sur le thème du poulailler collectif qui avait déjà commencé un peu avant. Enfin voilà, donc on est dans une petite dynamique. Donc le groupe EO, après quelques échanges, il est apparu que les missions principales qu'on pouvait lancer, c'était des missions d'échange et des sensibilisations. Et on se rend assez vite que le sujet est assez affectif. On est vite passionné sur le sujet de l'eau et assez mal connu. Donc ce temps-là, qu'on a préparé avec Laurence et en collaboration avec la commune, c'est le premier temps d'une série d'échanges qu'on espère plus nombreux. Il y aura notamment un stand lors du salon Eco-Habitat pour prolonger les réflexions, les questions. Donc il y a un petit groupe de citoyens qui font partie de ce mouvement-là, qui sera présent à la sortie. Si vous avez des questions, des échanges, des suggestions pour des échanges futurs, n'hésitez pas à venir nous voir pour se rattacher à un groupe existant ou créer des groupes nouveaux. Voilà. Alors, il y aura aussi le projet poulailler dont on a parlé, je n'ai pas écouté. Excusez-moi, voilà, enfin, il y a des petits fascicules. Daniel, j'espère que tu as mis pour le glanage aussi à l'entrée. Enfin, voilà, ceux qui veulent participer aux différents projets du Conseil Vansois pour le climat sont les bienvenus, bien entendu. Et on est là pour prendre vos inscriptions à quelques projets qui vous intéressent, que ce soit. Voilà, donc, pour résumer, on va commencer par notre mémoire locale. Marc, pour vous dire le développement de la soirée. Ensuite, Arnaud nous fera un état des lieux global et la perspective sur la ressource en eau pour notre commune, mais bon, c'est bien entendu duplicable aux Alpes-Maritimes en général, vraisemblablement. Et ensuite, on passera la parole à nos agriculteurs, dont Nicolas Lasso, qui est président de la Fédération des agriculteurs bio, Agribio, et Rémi, et ton exploitation est à Carrosse, je ne sais pas ce mot exploitation, enfin bon bref. Hein, ta ferme est à Carrosse, merci. Et la ferme de Rémi est à Vence. Voilà. À toi, Marc. À moi. Bien, bonsoir à tous. Monsieur le maire, bonsoir. Chers amis, bonsoir à tous. Alors vous avez en fond d'écran là-haut un hommage à nos ancêtres qui se déplaçaient auprès des fontaines avec leurs mulets et leurs bidons. Et concernant l'eau et la ville, c'est une belle et une longue histoire. Belle parce que quand on pense qu'on a 3 rivières, 2 sources, plus de 20 fontaines, un lavoir et un peu plus de 2400 piscines qui ont remplacé nos bons vieux bassins d'arrosage circulaire qu'on trouvait presque sur toutes les propriétés quand nous étions gamins, dans lesquelles nous allions nous baigner. Moi, je n'ai pas honte de dire que j'ai appris à nager dans le bassin d'arrosage de Vaugelade, chez ma marraine. Voilà. Et il y en a encore quelques-uns. Hein. Et quand on les regarde, on se dit que c'est tout ce qui nous reste, à peu près, du Vence agricole, avec les anneaux de crèche qu'on trouve encore sur les murs, et où nos ancêtres attachaient leurs mulets. Voilà. Alors, concernant l'histoire de l'eau dans la ville, il y a 2 étapes essentielles. Il y a d'abord ceux qui avaient tout compris, c'est-à-dire les Romains au 1er siècle, qui ont capté l'eau de la Foux et qui ont installé un aqueduc qui descendait de la source de la Foux, c'est-à-dire pas très loin de l'actuel château Saint-Martin, et qui alimentait l'eau, qui faisait descendre l'eau jusqu'à la ville. Et ils avaient fait de Vence, de Vincium à l'époque, une cité thermale. Alors le clin d'œil à la cité thermale, c'est que maintenant vous pouvez aller vous baigner dans la piscine dans l'eau de la Foux. Et à l'époque, c'était les bourgeois romains qui venaient à Vincium pour prendre les eaux
Et on dit même que Popée, l'épouse de Néron, est venue à Vence pour prendre les eaux, puisque le premier aqueduc a été construit sous le règne de Néron, et il a été réaménagé un petit peu plus tard, à la fin du 1er siècle, sous le règne de Trajan. Donc les Romains avaient tout compris, à tel point que pendant 15 siècles, c'est l'eau de la Foux qui a été l'alpha et l'oméga de tout ce qui s'est passé à Vence en termes d'eau. Elle servait pour l'hygiène, pour l'arrosage, pour les moulins. Alors les moulins, même si on peut considérer que l'activité des moulins a commencé autour du XIIIe, on peut imaginer que les Romains, qui encore une fois avaient tout compris avant nous, utilisaient aussi les systèmes hydrauliques pour leurs moulins. Mais c'est très peu documenté, donc on s'en tiendra au moment où ils ont capté la Foux. Et puis un petit peu plus tard, la deuxième grande étape nous amène à la fin du XIXe, au moment où les municipalités de l'époque se sont penchées sur la question de l'eau du Rioux, de la source du Rioux. Et à partir de 1870, ils se sont dit peut-être qu'en captant les eaux du Rioux, elles viendraient en complément de la Foux et ça permettrait d'alimenter les maisons. Parce que pendant quasiment 15 siècles, l'eau n'était que dans les fontaines. C'est-à-dire la fontaine vieille, dont il existe encore un vestige dans la rue de la Fontaine Vieille, justement, qui est juste à côté de, pour ceux qui connaissent, Vence Sculpture. Quand vous arrivez sur le boulevard Paul-André, qu'on appelle les remparts, vous avez Vence Sculpture, et sur la gauche, il y a un petit chemin qui s'en va et qui va rejoindre l'avenue Henri Snard, et elle s'appelle la rue de la Fontaine Vieille. Pourquoi? Parce qu'il existe encore à cet endroit les vestiges de la première fontaine à laquelle les Vensois allaient se fournir en eau de la Foux. Puisque les fontaines que vous voyez là, la basse fontaine et la fontaine du Pérat, n'ont été construites qu'à partir du XVIe siècle. Et si vous voyez le format que vous voyez là, c'est le format de 1822 de la basse fontaine, et qui a été construite en même temps que celle du Pérat, qui datent toutes les deux de 1822 et qui ont donc fêté leur bicentenaire l'année dernière. Un bicentenaire qui a été fêté comme il se doit. Alors les fontaines, évidemment, à partir des deux fontaines monumentales, ont été construites après, un petit peu partout dans les quartiers de la ville, des fontaines qu'on retrouve encore maintenant. Il y en a un peu plus d'une vingtaine, et elles sont fêtées chaque année à la fête des fontaines au mois de mai. Merci au CEPOU qui a créé le festin des fontaines. Alors, concernant l'eau et les agriculteurs, je vous donnerai après quelques chiffres, mais il y a une anecdote qui est très intéressante et qui date du début du XXe siècle. À cette époque-là, la ville, Vence, fournissait même de l'eau à Antibes. Alors, au début du XXe siècle, Vence fournissait de l'eau à Antibes en vertu d'un contrat avec la Compagnie Générale des Eaux. À l'époque, un procès s'est déroulé en 1916 avec la même compagnie. Je vais vous dire pourquoi. En vertu d'un traité de 1882, la compagnie devait verser à la ville 5 francs par mètre cube qui sortait du territoire. Or, la même compagnie s'était arrangée pour faire un avenant et qui proposait de ne verser que 2 francs à la ville en échange d'un peu plus de pression. La ville ne s'est pas laissée faire, elle a fait un procès, elle est finalement rentrée dans ses droits et la compagnie a dû verser 100 000 francs de l'époque. Et du coup, un autre avenant a été installé sous la municipalité Henri Giraud en 1923. Et là, vous allez découvrir quelques chiffres un peu baroques par rapport à ce que Arnaud vous donnera tout à l'heure. Mais par exemple, un robinet de cuisine de 200 litres par jour en 1923 revenait à 18 francs par an, un robinet de 300 litres à 24 francs, un robinet supplémentaire 9 francs, un robinet de 250 litres pour 1 à 5 personnes 27 francs, un robinet de 350 litres pour 5 à 10 personnes 38 francs, etc. Donc la ville ne s'était pas laissée faire, elle avait récupéré ses droits, et finalement tout s'était arrangé comme par hasard avec la Compagnie des Eaux, et au milieu du XXe siècle, les installations avaient été remises à jour, les vieilles installations en ciment et en poterie avaient été remplacées par des installations en métal, et tout marchait bien depuis le milieu du XXe. Alors concernant les sources, en 1934, la Foux était annoncée à 20 litres par seconde, c'est-à-dire 1200 litres par minute. Le Rioux, qui a été capté donc un petit peu plus tard, aux alentours de
1882, était annoncé à 10 litres 67 par seconde, mais ce qui est important avec le Riou, c'est qu'il est augmenté par les sourcés qui sont juste à côté et qui permettent d'arriver à un débit de 64 litres par seconde. C'était les chiffres de 1934. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, notamment l'été dernier, où pour la première fois de mémoire devant soi, on a vu les fontaines rester muettes pendant très longtemps, ce qui a généré pas mal de questions aux vieux Vansois qu'on croisait en ville qui nous disaient, de mémoire de vieux Vansois, on n'a jamais connu ça. Donc la question qui est posée en générique de la soirée ce soir, y aura-t-il de l'eau au printemps? Probablement que les Romains ne se l'auraient jamais posé, même les Vansois du début du XXe, mais nous sommes bien obligés de nous la poser. Alors, quand on parle de l'eau à Vence, il faut aussi parler du lavoir, puisque nous avons la chance d'avoir un lavoir ici, qui a beaucoup servi au début du XIXe siècle, avant d'être complètement réaménagé, et la version que vous voyez maintenant date de la 1860, la fin du XXe, mais il était très utilisé par les Vansoises de l'époque, et il sert encore aujourd'hui de lieu de visite, et il est quasiment comme il avait été, parce qu'il avait été inauguré à la fin de 1860. Alors maintenant, quelques chiffres pour vous donner un petit peu une idée de ce que représente l'eau dans l'histoire de la ville par rapport à l'agriculture. Juste quelques idées de population. En 1790, la ville comptait 2615 habitants, dont 2550 dans les remparts et 65 dans les écarts. Les écarts, ça devait être 3 ou 4 maisons sur les collines à côté. À l'époque, il y avait 357 paysans, 188 ménagers et 199 travailleurs. En 1860, 2733 habitants. Et en 1903, au moment où Jules Grec écrit une monographie d'une cité rurale, il prend Vence comme exemple. Alors, si ce pauvre Jules Grec revenait aujourd'hui, il écrirait une monographie, mais sans parler de ville rurale. En 1903, donc, nous avons 3135 habitants, dont 2505 sujets français et 593 étrangers, pour la plupart italiens. Les 3135 habitants forment 824 ménages, dont 590 vivent d'agriculture. À cette époque-là, 80% des ménages vivaient d'agriculture, et on écrivait à l'époque qu'il y avait 2 tiers de la population qui nourrissait aussi le dernier tiers. La population de Vence était essentiellement agricole. Au cadastre de 1830, sur 2835 hectares de la commune, plus de 600 étaient constitués de vignes et d'oliviers. Sur le territoire total, on comptait 470 propriétaires ruraux et un total de 590 exploitants. En réalité, on trouvait 550 cultivateurs de 3 à 5 hectares, 35 d'environ 15 hectares et 5 de 50 hectares et plus. Sur les 12 moulins à huile de l'époque, 5 à Recense, à peine la moitié était encore en bon état et un tiers était en fonctionnement. Sur les 3 moulins à farine du milieu du XXe siècle, un seul est resté ouvert et travaillait à l'époque pour les boulangers. En 1835, la ville comptait 22 moulins. Et ces 22 moulins étaient utilisés en particulier la Foux et la Lubiane, puisque la Lubiane est le seul fleuve dont le cours traverse uniquement la commune de Vence, puisqu'elle rejoint la Cagne juste en dessous du fond de Poutauche, pour ceux qui connaissent, et un certain nombre de moulins ont été installés sur les bords de la Lubiane. Il en reste certains de style. Et en 1904, il y avait en ville 7 fours à pain, 5 pressoirs publics, où les Vansois pourraient aller faire leur pain et leur vin. Alors, par rapport à la population, justement, j'ai fait un rapprochement avec le dernier recensement de 2019, où vous aviez, donc je vous parlais tout à l'heure de 824 ménages. En 2019, nous avions 8738 ménages. Les artisans et les commerçants représentaient 994 personnes, les cadres et les professions intellectuelles 1853, les professions intermédiaires 2178, les employés 2428, les ouvriers 1279
Les retraités, 5271, sans profession, 2348, agriculteurs, 18. On était passé de 590 au début du XXe siècle à 18. Pour terminer, un rapprochement avec les logements. En 2019, il y avait avant 11 497 logements, 8 737 résidences principales, 1 671 résidences secondaires et 1089 logements vacants. Il y avait 4 812 maisons et 6 622 appartements. Et je termine avec les pourcentages de construction concernant le développement de l'urbanisme avance. Les constructions avant 1919, 8,5%. De 1946 à 1970, 24%. De 1971 à 1990, 46%. De 1991 à 2005, 10%. Et de 2006 à 2015, 5%. Alors tous ces chiffres vous permettent à la fois de vous souvenir de ce qu'était Vence Agricole au début du XXe, ce qu'il est devenu aujourd'hui, mais heureusement, avec des initiatives comme celle qu'a pris la mairie depuis quelque temps, et qui avait déjà été le cas lors du premier mandat de Régis Lebigre, on ouvre encore maintenant des possibilités aux jeunes agriculteurs qui voudraient s'installer, ce qui permettra de relancer une activité qui a marqué l'histoire de la ville. Alors moi, je vous ai parlé du passé, et maintenant la parole est à Arnaud Rosta, qui va vous parler du présent et du futur. Bonjour à tous et à toutes. Déjà, monsieur le maire, bonjour. Merci de me recevoir, de nous recevoir. C'est vraiment un plaisir très sincère d'être parmi vous et de pouvoir partager avec vous les chiffres d'aujourd'hui, effectivement, et peut-être aussi les chiffres de demain, de vous expliquer un peu quel est notre métier. Voilà, je vous ai préparé quelques slides, je vais essayer d'aller... Alors je suis désolé, il y a pas mal de chiffres, on se ramène évidemment, je suis disponible évidemment pour répondre à des questions plus précises sur certains chiffres qui vous auraient interpellé pendant cette présentation. Mais allons-y déjà sur qu'est-ce que la Régie Côte d'Azur. Donc la Régie Côte d'Azur aujourd'hui, c'est une structure publique, c'est un satellite de la métropole Côte d'Azur qui porte les compétences eau potable et assainissement, c'est récent, l'assainissement porte l'assainissement depuis le 1er janvier 2022, pour l'ensemble du territoire, c'est-à-dire pour les 51 communes. Donc la Régie, c'est une structure qui est relativement jeune, créée en 2015, qui n'a cessé de croître depuis 2015 jusqu'à 2022, avec des augmentations de périmètre, pour passer des communes du haut pays, on a rajouté ensuite les communes du moyen pays, les communes du littoral, les communes de la rive droite, le 1er janvier 2020, et arriver donc stabiliser donc les deux dernières, les plus récentes, c'est Drap et Châteauneuf, Villevieille. Et donc aujourd'hui, nous avons 51 communes qui représentent l'équivalent de environ 550 000 habitants. Et donc on a la charge, notre rôle à nous, c'est de capter l'eau là où elle est, la traiter, l'amener jusqu'aux usines pour la traiter, ensuite la distribuer pour que cette eau propre et de qualité arrive jusqu'à vos robinets. Et ensuite, notre mission depuis l'année 2022 aussi, cette eau qui est sale, entre guillemets, usée, c'est de la récupérer et, dans un réseau de collecte et l'amener jusqu'aux stations d'épuration pour qu'elle soit traitée. Et là derrière, on passe d'une dimension sanitaire, donc production d'eau potable, à une dimension plutôt environnementale où on doit traiter l'eau pour éviter de perturber le milieu naturel. Donc la traiter avec des normes bien spécifiques. On aura l'occasion, alors je ne l'aborderai pas ici, mais je fais une petite parenthèse sur notre métier aujourd'hui de traiteur d'eau, usée notamment. C'est que le métier a changé, parce que là je parle du traitement des eaux usées, mais c'est fini. On ne parle plus du traitement des eaux usées, on parle aujourd'hui de valorisation du potentiel énergétique et matière des eaux usées. Peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion de venir vous en parler, mais notre objectif dans un contexte, comme vous le savez, de transition écologique, de changement climatique, c'est de produire de l'énergie renouvelable, et on sait le faire avec de l'eau potable, on sait le faire aussi avec des eaux usées, j'aurai beaucoup plaisir un jour à vous en parler. Et donc voilà, vous voyez qu'on a quelques chiffres encore, 3000 km de réseau à entretenir, c'est pas rien, 3000 km, je crois qu'il y en a à peu près 137 sur Vence de kilomètres sur ces 3000. Voilà, donc 142 000 abonnés, 15 000 usagers, 1450 km de réseau d'eau usée.
Voilà. Tout ça, il faut l'entretenir, le maintenir pour éviter qu'il perde et pour préserver le milieu naturel et pour préserver évidemment aussi nos ressources, puisque de l'eau qu'on perd, encore une fois, la meilleure eau, c'est celle qu'on ne prélève pas. Et aujourd'hui, on prélève quelques chiffres rapidement, pour que vous ayez quelques ordres de grandeur. On prélève globalement sur le territoire métropolitain. Je mets de côté ce qui sert à faire tourner une grosse turbine que nous avons du côté du Rodez, en rive gauche du Var, mais si j'enlève ce volume-là, on prélève à peu près 80 millions de mètres cubes par an pour alimenter les 51 communes de la métropole. 80 millions de mètres cubes par an, pour en produire finalement 65 d'eau potable. Donc c'est-à-dire qu'il y a une partie de cette eau qui est restituée au milieu naturel dans sa route entre le captage et le traitement. Et de ces 65 millions de mètres cubes qui sortent des usines de production, arrivent au robinet 45. Donc ça veut dire que là encore, on perd, c'est-à-dire une partie de l'eau est perdue sur le réseau de distribution. Et donc c'est un vrai sujet, parce que dans un contexte, comme on va l'évoquer ici, de changement climatique, minimiser notre empreinte eau est fondamental. Voilà. Donc Fred, si tu peux, voilà. Donc ça, voilà, vous connaissez bien. Donc, comme le disait Frédéric, aujourd'hui, les principales ressources qui alimentent Vence, on va dire que c'est trois grands groupes. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais. Trois grands groupes aujourd'hui de sources. Alors évidemment, il y a le canal de la Gravière. Le canal de la Gravière qui transporte l'eau donc de plusieurs origines. La première, c'est l'eau qui vient de l'usine de Bouillon. L'usine de Bouillon, c'est de l'achat d'eau qu'on réalise au prix du Siévi. Donc c'est de l'eau qui vient des sources du Végué et de la Gravière. Voilà, donc première source. Ce canal de la Gravière aussi, il permet de recevoir de l'eau qu'on capte dans la nappe du Var au niveau de deux champs captants qui sont indispensables pour nous. C'est le champ captant de Carrosse et le champ captant de Saint-Laurent-du-Var. En rive droite, c'est vraiment vraiment les champs captants parmi les plus importants. Donc cette eau, elle est pompée dans la nappe du Var, elle est refoulée en altitude jusqu'au canal, vient se mélanger avec l'eau sortie de l'usine de Bouillon pour alimenter Vence. Deuxième source importante, on l'a évoqué, les sources du Rioux et du Sourcé, qui nous permettent en fait effectivement d'alimenter la commune de Vence. Et enfin, non pas des moindres aussi, on achète de l'eau là directement à Veolia sur le site du Laurent, qui est la troisième source importante d'alimentation de Vence pour assouvir ses besoins en eau potable. Donc vous avez une restitution dans ce slide. Alors désolé, il est un peu complexe, je ne sais pas si vous voyez bien c'est le schéma en fait, c'est un peu la toile d'araignée, c'est comment elle constitue le réseau de façon vulgarisée. On voit sur la droite effectivement les captages de la Gravière, le captage du Végué qui passe par l'usine de Bouillon pour rejoindre le canal de la Gravière. On voit effectivement l'usine des Puget à Saint-Laurent-du-Var et le captage de Carrosse qui viennent se jeter aussi dans le canal. Donc c'est la partie verte qui vient se jeter dans le bleu, je ne sais pas si on voit bien les couleurs. Le Laurent qui est la partie marron et les sources du Rioux qui sont la partie rose. Donc pour vous donner une idée aujourd'hui, pour que vous ayez les chiffres en tête, vous voyez la répartition, vous avez un petit camembert qui vous montre la répartition des sources pour Vence. Donc Vence aujourd'hui, grosso modo, c'est 3 millions de mètres cubes qui sont prélevés, achetés pour alimenter le système vensois. Voilà. Donc 3 millions de mètres cubes, avec évidemment une grande partie, la plus grande partie, c'est-à-dire 63%, c'est les sources du Rioux, ce qu'on appelle APIC. On a une autre grosse partie qui est le canal de la Gravière, bien évidemment, c'est la deuxième plus grosse partie d'alimentation, à peu près 700 000 mètres cubes, donc 1,8 million pour la première, 700 000 pour la deuxième. Et puis la troisième, c'est le Laurent. Alors le Laurent, il faut que vous sachiez que l'année 2021, le Laurent, c'était 3 fois moins. Pourquoi aujourd'hui on a 4 fois plus? Le Laurent, c'était environ 3-4%, aujourd'hui on est à 12% d'alimentation, tout simplement parce que dans ce contexte de sécheresse que nous avons vécu cette année, effectivement on a pu moins prélever au niveau des APIC, au niveau des Rioux du Sourcé, on a pu moins récupérer d'eau au niveau de l'usine de Bouillon parce que les sources du Végué, les sources de la Gravière, enfin Végué-Gravière aussi, diminué. Donc du coup, on a compensé par le Laurent. Le Laurent étant un captage directement qui se fait dans la nappe du Loup. Et effectivement, cette nappe du Loup était plutôt préservée. Il faut savoir que dans le sud cet effet de sécheresse, pour vous donner une image un petit peu, je ne sais pas si vous voyez, alors imaginez que cette main droite, ma main droite, c'est le haut de la nappe du Var. Donc le haut des nappes en général, et ma main gauche, c'est le bas. C'est-à-dire que là, on est plutôt du côté du bec de l'Estéron, et là, on est plutôt du côté de l'embouchure du Var.
La nappe, donc, elle a cette pente. L'effet sécheresse a eu comme effet pervers de maintenir plutôt des stocks importants en bas, c'est-à-dire que le champ captant des Puget n'a pas trop été impacté par la sécheresse. La nappe du Loup aussi a été plutôt préservée. Par contre, en amont, c'est-à-dire du bec de l'Estéron, Carrosse, l'Amanda, tous nos champs captants aussi qu'on appelle Joseph Rébot en rive gauche, on est descendu de 8 mètres. C'est-à-dire qu'en fait la nappe s'est équilibrée et s'est déconnectée notamment d'un certain nombre de cours d'eau, notamment le cours d'eau, le Var. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu la configuration du lac du Broc, j'ai une photo. On voit bien que le lac du Broc, qui était en relation, en contact, en relation d'échange avec la nappe du Var, la nappe descendant, au bout d'un moment, il a lâché prise, il n'y avait plus d'eau. Il y a eu une vraie déconnexion qu'on a retrouvée aujourd'hui. L'eau est remontée avec les dernières pluies, mais voilà ce qui s'est passé. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé dans des situations critiques sur la gestion des champs captants, puisqu'on a été obligé d'arrêter un champ captant qu'on avait à Plan du Var, on a été obligé d'arrêter un champ captant qu'on avait à Joseph Rébot, qui alimentait le moyen pays rive gauche. On a été obligé on a eu très peur du côté de Carrosse aussi, ce qui fait qu'aujourd'hui on renforce en fait nos champs captants, je pourrais vous en parler, pour aller chercher l'eau un peu plus profond et anticiper cette problématique de sécheresse court terme qu'on pourrait retrouver cet été. Puisque là, la situation, elle est toujours préoccupante, parce que le niveau de nappe, on démarre cette année avec un niveau de nappe, on va dire équivalent à peu près à celui de l'an dernier, avec des recharges qui ne sont pas suffisantes. Donc si on fait un copier-coller de ce qu'on a vécu l'an dernier à cette année, ça va de nouveau être très compliqué. Donc on s'y prépare, à court terme, c'est-à-dire là maintenant, pour faire face à l'été, mais on s'y prépare aussi à long terme. Quand je parle à long terme, je parle à très très long terme, c'est-à-dire qu'on parle de 2100. Donc là vous vous dites, ouais, mais ils sont fous, c'est loin. Mais non, je veux dire, aujourd'hui, la résilience, c'est anticiper, préparer les générations futures. Et ce que tu disais, Marc, qui est fondamental, tu disais, on n'avait jamais vu ça. Nous aussi, jusqu'à présent, on ne l'avait jamais vu. Jusqu'à présent, parler de stress hydrique dans les Alpes, notamment au sein de la métropole, à Nice, c'était quelque chose qui ne pensait pas y arriver. Et on a pris 2 claques importantes, excusez-moi l'expression, une en 2020 avec la tempête Alex, et une en 2022 avec la sécheresse. Donc de l'eau qui coule très fort et qui abîme nos vallées, et une sécheresse qui nous met dans des situations compliquées. Et ça, ce qui est terrible à dire, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est exceptionnel. On peut se dire c'est derrière nous. Ça va devenir courant bientôt. Et il faut qu'on s'y prépare. Voilà. Donc j'aurai l'occasion peut-être de vous en parler. Mais voilà. Donc si je continue. Donc la FOU, on en a parlé. Donc la FOU, c'est important. Le slide suivant, voilà. Juste un petit slide pour vous dire que la FOU, effectivement, donc la FOU, alors c'est un peu particulier parce que c'est plutôt une compétence métropolitaine, mais nos équipes Région d'Azur interviennent aussi pour entretenir le réseau. Mais cette eau-là est utilisée principalement, évidemment, pour les fontaines de la commune. Donc voilà, donc vous avez un volume 2022 de l'ordre de 270 mm3 d'eau qui ont été prélevés dans la FOU pour alimenter les fontaines. Et ça représente environ 30 m3 de débit. Si on va au slide suivant, là vous avez quelques chiffres intéressants qui concernent uniquement Vence. Tout à l'heure je vous montrais la régie. Donc à gauche vous avez la partie bleue, c'est les indicateurs de... Alors je vous présente les indicateurs 2021 parce que ceux de 2022 ne sont pas encore totalement consolidés. Vous avez quand même quelques indices en bas à gauche. Donc les indicateurs 2021, ça ne change pas beaucoup avec 2022. À gauche, fond bleu, c'est la partie eau potable, et à droite, sous fond jaune, c'est la partie assainissement. Donc on est effectivement environ sur 20 000 habitants, 7 000 abonnés, 137 km de réseau, 120 fuites qui ont été réparées sur le réseau. En 2021, on est à peu près sur le même nombre cette année. Indicateur 2021, ça c'est sur la partie assainissement, donc une spécificité, on a quand même aujourd'hui quasiment un tiers des abonnés qui sont non assujettis, donc ça veut dire qu'en fait l'assainissement non collectif est quand même une dimension présente au sein de Vence, donc 63% d'assujettis. Et voilà, donc il y a 1394 installations d'assainissement non collectif. Et donc les chiffres, vous les voyez à gauche, donc 2021, vous voyez que c'est assez proche de 2022, c'est le tableau en bas, qui est intéressant aussi. Je vous rappelle les chiffres. Donc 3 millions de mètres cubes, c'est ce qu'on prélève dans l'environnement. 2 500 000 mètres cubes, c'est ce qu'on appelle les volumes mis en distribution, c'est ce qu'on injecte dans le réseau. Alors pourquoi il y en a un peu moins? Parce qu'il y a de l'eau qui transite par Vence, mais qui est vendue
qui va dans d'autres communes, donc qui n'est pas consommé. Donc, ce qu'on appelle les volumes mis en distribution, les VMD, c'est véritablement ce qui est injecté dans le réseau pour arriver théoriquement jusqu'à votre robinet. Et ça, malheureusement, on va en perdre une partie. C'est la raison pour laquelle vous arrivez, vous voyez que ce qui est vendu, ce n'est pas les 2,5 millions qui rentrent dans le réseau, c'est 1,9 million environ. 1,9 million de mètres cubes qui arrivent au robinet, qui sont vendus, et dont vous voyez la répartition ici. Là, on va retrouver, donc la plus grosse partie, c'est bien évidemment la dimension domestique, avec 7000 contrats et quasiment 1,9 million, hein, on voit la totalité. Et vous voyez que la partie agricole, donc on retrouve à peu près le chiffre que Marc a évoqué. On a aujourd'hui 17 contrats référencés comme étant agricoles sur le secteur de Vence. Donc vous voyez, 1,9 million de mètres cubes vendus par an. Consommés, on va dire. Consommés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est environ 5000 mètres cubes par jour. À peu près ça. 5000 mètres cubes par jour, c'est 2 piscines olympiques par jour. En moyenne, pour vous donner une idée. C'est ça que consomme aujourd'hui la commune de Vence. 2 piscines olympiques par jour, ça fait 276 litres. Donc ça, c'est un indicateur important. 276 litres qui sont consommés par habitant chaque journée. Alors la question, c'est de se dire, est-ce que c'est beaucoup ou pas beaucoup? Alors, on va passer au tableau suivant. Après, ça dépend des contextes. Hein. Voilà. Alors, 276 litres, ça représente à peu près... Alors, là, par rapport à la moyenne nationale, oui, c'est un peu plus. La moyenne nationale, elle est à 150. Voilà. Donc, je peux vous donner 3 chiffres. 276 litres par habitant par jour, c'est Vence. La moyenne de la métropole, c'est 225. La moyenne de la métropole. Et la moyenne nationale est à 150. Quasiment la moitié. Et ça, c'est lié aux spécificités des communes. On va en discuter, on pourra en discuter. Voilà. Donc ça veut dire que chaque habitant consomme à peu près 100 mètres cubes à Vence, 55 mètres cubes en France. C'est important peut-être de préciser, quand même aussi, que ça, cette empreinte que je vous donne, c'est l'empreinte locale. Quand je vous dis vous consommez 276 litres par jour par habitant, c'est pour la lessive, pour le bain, enfin c'est ce que vous voyez en bas. Voilà, donc... et c'est important effectivement de constater, ça c'est du local, c'est ce que vous consommez dans vos habitations. Vous avez une autre empreinte qui est importante, que je vous donne juste par intérêt, parce que je pense que c'est important d'avoir ces chiffres en tête, c'est 5000. 276, 5000. 5000 c'est quoi? C'est toute l'eau que vous consommez, directe et indirecte. C'est-à-dire que les 276 sont dans les 5000. Et les 5000, c'est l'eau aussi que vous consommez pour l'événement que vous achetez, pour les véhicules que vous utilisez, pour la viande que vous consommez. Ça, c'est de l'eau indirecte, c'est ce qu'on appelle une empreinte, c'est des consos indirects. Mais c'est l'empreinte moyenne française, 5000 litres par jour par habitant. Donc c'est important d'avoir ces chiffres en tête parce que vous voyez qu'on vient consommer de l'eau ailleurs qu'en local pour vivre au quotidien. Et quand on parle d'empreinte eau, c'est important d'avoir ce chiffre en tête. Donc dans ces 276 litres, vous voyez aussi qu'il y a des ratios qui sont importants, c'est de constater que finalement ce que vous consommez juste vous pour votre besoin uniquement vital, c'est-à-dire vous buvez quoi? Vous buvez 2-3 litres par jour, ça c'est ce qu'il faut, hein. Si vous ne le faites pas, c'est pas bien, parce que c'est ce qu'il faut consommer. 2-3 litres, ça représente 1%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on traite sur 100% de l'eau qu'on rend potable, il y en a seulement 1% que vous consommez, à peu près. 99, c'est pour les autres utilisations. Et notamment, vous voyez que les toilettes, donc ça c'est un sujet, c'est 20%. D'accord? À peu près 20%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 20% de l'eau que vous consommez, c'est pour les toilettes. Et aujourd'hui, tirer la chasse d'eau avec de l'eau potable, je pense qu'on arrive un peu aux limites de l'exercice. Ouais. Donc il faudra que... Mais sauf qu'il faudra qu'on change tout ça dans les années à venir. Mais on en discutera aussi tout à l'heure. Je vais accélérer un peu parce que... Sur la qualité d'eau, pas de remarques, pas de sujet. Il faut que vous sachiez qu'on a une équipe dédiée au suivi, hein, c'est-à-dire qu'on sous-traite les analyses, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être tout le temps juge et partie, c'est-à-dire qu'on a notre propre programme d'autosurveillance pour vérifier que l'eau qu'on vous donne est bonne, l'eau potable évidemment, et même les eaux usées, hein. Mais c'est pas le même organisme, hein, c'est l'ARS qui nous contrôle sur la partie eau potable, et c'est la DDTM qui nous contrôle sur la partie traitement des eaux usées. Donc on a beaucoup d'analyses qui sont faites par le laboratoire Carso, donc sous-traité par l'ARS, et on a beaucoup d'analyses qui sont faites aussi par nos équipes. Et rassurez-vous, en tout cas sur Vence, il y a 100% de conformité à tous les niveaux. Donc l'eau qu'on vous donne est de qualité et 100% conforme en tout cas à la réglementation. C'est pas un sujet. Donc quand je viens, parce que je suis arrivé là tout à l'heure, vous voyez que... alors ça c'est la tempête à l'air, c'est la première
on va dire, c'est un vrai traumatisme qu'on a vécu. Alors quand je vous dis on a vécu, je m'inclus dedans, mais l'intensité de mon vécu n'a rien à voir avec ceux qui l'ont vécu réellement dans les vallées. C'était un vrai traumatisme pour nous, un vrai défi pour nous aussi, pour ramener l'eau dans les vallées en quelques jours, parce qu'il y a beaucoup de gens impactés. Donc ça a été monstrueux, hein. Vous voyez ça, c'est typiquement le genre de problématique auquel on va être confronté demain. C'est-à-dire qu'on est en train de changer, de modifier par l'activité humaine, le climat. Et ce climat, en tout cas, deux éléments importants, cette modification du climat, ça va être ces précipitations qui sont non plus modérées, mais aujourd'hui très intenses, qui peuvent tomber comme ici de façon incroyable et ravager. Vous voyez la vallée, ces photos, vous les avez sûrement vues et revues, mais c'est le Boréon, hein, qui était un cours d'eau quasiment invisible vu du ciel. Et vous voyez, après, c'est incroyable. Donc, ça a été un premier traumatisme où on s'est dit, mais effectivement, et on le voit tous, hein, je veux dire, moi aussi qui suis d'origine niçoise, qui tennis pendant des années, je ne ressens plus la même intensité dans les événements pluvieux, je sens que quelque chose a changé. Et effectivement, ça a été un élément marquant, effectivement, de façon intense, mais on le sent au quotidien. Alors ensuite, il y a un autre élément, qui est le deuxième claque, sur le slide suivant, c'est la sécheresse. Le lac de Sarponçon, vous voyez, c'est ces images aussi, les Saint-Cassien, pardon. Saint-Cassien, excusez-moi. Vous le voyez, c'est des images qui frappent. On les voit aussi sur le slide suivant, peut-être, si tu peux le mettre, comme ça je le lis. Le lac du Broc, que j'évoquais tout à l'heure. Vous voyez, c'est frappant. Donc, la nappe du Var qui diminue, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, hein, qui diminue notamment sur la partie moyen pays au pays, qui diminue, et évidemment le lac, du coup, qui se vide, et qui atteint des niveaux jamais vus encore. Cette courbe au-dessus qui démontre, ça c'est les anomalies température, hein, c'est Météo France, qui démontre les anomalies, enfin qui montre, il y a plein de courbes aujourd'hui qui permettent de mettre en évidence le réchauffement climatique. On voit que plus on se dirige vers la droite, vers les jours d'aujourd'hui par rapport au passé, et plus les anomalies de température augmentent en même temps que les événements climatiques préoccupants comme ceux qu'on vient de vivre. Donc par rapport à tout ça, là, si tu peux aller au prochain, effectivement, donc on a été confronté, oui ça c'est, on pourra en discuter, on va aller assez vite, mais effectivement l'arrêté sécheresse en 2022 nous a pas mal impacté. C'est une des raisons notamment pour laquelle les fontaines ont été arrêtées, parce que c'était la préfecture nous avait imposé cela. Comme nous a imposé aussi, alors ça c'est important, vous voulez vous montrer ce chiffre, parce que beaucoup de personnes nous disent, attendez, mais on ne comprend pas, c'est quoi le rapport avec je remplis ma piscine qui est descendue d'1 centimètre, il n'y a pas de sujet. Enfin, parfois on nous pose des questions comme ça, c'est important de le voir sur ce graphe. Ça c'est la moyenne ce que je vous disais tout à l'heure, les volumes mis en distribution. Vous savez, c'est les 2 500 000 m3 qui sont injectés dans le réseau de Vence tous les ans. Ça représente en moyenne, sur l'année, 5 000 m3 par jour, 2 piscines olympiques. Sauf qu'en été, c'est le double. C'est un peu plus du double. C'est 11 000 m3 par jour. Vous le voyez sur la courbe, que ce soit 2021 ou 2022, on a à peu près le même profil, un peu plus tôt en 2022 parce qu'il a fait plus chaud plus tôt, mais on est sur 10 à 11 000 m3 par jour. Ça représente 4 piscines olympiques par jour qui sont consommées. Les 2420 piscines qui sont aujourd'hui sur la commune de Vence, si on regarde ce qu'elles perdent à peu près en eau par l'évaporation en période de forte chaleur, on s'aperçoit que c'est pratiquement 800 m3 par jour. C'est-à-dire 7-8% de la consommation. Donc c'est pas rien. Quand effectivement, à un moment donné, l'arrêté sécheresse dit on arrête les fontaines, on arrête de remplir les piscines, ça a du sens, parce que quand on se retrouve en stress hydrique, 7-8% de soulagement, ben on le sent véritablement. Voilà, c'était juste pour vous montrer que, effectivement, parfois on n'a pas l'impression, mais des choses qui nous semblent anodines, en fait, ont un réel poids sur la façon dont la ressource est consommée. Donc, concrètement, aujourd'hui, la régie, au-delà de la nécessité qu'elle a de piloter le quotidien, donc effectivement, on se bat au quotidien, enfin, on est passionné par ce métier parce qu'il est vraiment intéressant et exaltant, mais donc voilà, on continue à faire en sorte que l'eau arrive au potable au robinet, on continue à faire en sorte que l'eau sorte dans le milieu naturel et soit traitée, mais notre objectif, au final, c'est de s'inscrire dans une politique de transition écologique. Il faut qu'on anticipe effectivement un certain nombre de choses, et il faut notamment, un des objectifs que l'on a, ça va être de réduire notre empreinte, nos empreintes. Nos empreintes, c'est quoi? C'est aujourd'hui les empreintes majeures de nos activités, c'est l'eau, c'est nos empreintes énergie, on consomme beaucoup d'énergie, on produit des gaz à effet de serre
qui sont à l'origine du changement climatique, principalement. On consomme des matières et des matériaux, on a aussi du numérique, tout ça, il faut qu'on le diminue. Et comment on va le diminuer? Alors sur l'eau, comme sur les autres empreintes, notre objectif, ça va être d'inscrire tout ça dans une dynamique construite autour d'un triptyque spécifique qui est la sobriété, c'est-à-dire consommer moins, l'efficacité, consommer mieux, et le dernier, c'est la complémentarité d'usage pour l'eau. Ça veut dire quoi la complémentarité d'usage? Ça veut dire qu'il va falloir qu'on diminue notre empreinte eau en utilisant d'autres ressources. Alors, sur la sobriété, effectivement, vous avez plein de gestes aujourd'hui qui peuvent être faits au quotidien. Le plus basique, effectivement, qu'on répète souvent aux enfants aussi, de fermer l'eau quand on se brosse les dents. Il y a plein de choses. Effectivement, il y a plein de gestes, d'éco-gestes aussi qui sont communiqués par la régie pour réduire les consommations, faire en sorte qu'on consomme moins. Le mieux, ça va être l'efficacité, c'est le rendement. Vous avez une spécificité sur Vence, c'est que vous avez quand même un rendement qui est plutôt bon. On se situe à peu près à 84% de rendement, 84,4 exactement. Ce qui est vraiment bon rendement, ça veut dire qu'on n'en perd que 16% dans le réseau de distribution. Et ça, c'est tout le travail des équipes de la régie, notamment le travail de Frédéric Secato et ses équipes, parce qu'il est concentré, son activité est notamment concentrée sur cette capacité de contrôler les débits et d'aller écouter la fuite et essayer de trouver où elle est pour que les équipes travaillent et réparent. Donc cette efficacité, elle est fondamentale. Et la complémentarité d'usage, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il va falloir à un moment donné qu'on repense les modèles. Quand on repense les modèles, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'à un moment donné, on aille, et ça c'est le cas aujourd'hui, hein, enfin je veux dire, c'est, le ministre a encore parlé il n'y a pas plus tard qu'hier, il va falloir qu'on pousse la réutilisation des eaux usées traitées. Les eaux usées traitées aujourd'hui, produire à partir d'eau usée traitée de l'eau potable, c'est possible. Il y a des pays où ils le font. Il y a des pays où ils boivent l'eau sortie des stations d'épuration. Il n'y a pas de frein technique, on sait le faire. Il y a des freins psychologiques, mais en tout cas on n'est pas obligé d'aller jusque-là, on peut faire des choses. La spécificité de Vence, c'est que la STEP de Vence, aujourd'hui, la métropole produit à peu près 48 millions de mètres cubes par an d'eau usée traitée. La majeure partie, les 46 millions sur ces 48, vont en Méditerranée. C'est de l'eau, entre guillemets, perdue, c'est de l'eau douce qui est injectée à 2-3 km au large et 100 mètres de profondeur. Notamment la steppe d'Aliotis, la steppe de Cannes-sur-Mer. Steppe, ça veut dire station d'épuration, pardon. La steppe de Saint-Laurent-du-Var. Voilà. La steppe de Vence, qui est une steppe de pointe aussi, qui est une station d'épuration de pointe, qui produit du biogaz, de l'énergie renouvelable, on en reparlera. Cette steppe, elle jette ses eaux usées traitées dans le Malvan. Donc le Malvan, donc ça veut dire qu'il y a une biodiversité qui a besoin de cette eau, et c'est un peu plus compliqué du coup de l'inscrire dans une dynamique de réutilisation des eaux usées traitées. C'est-à-dire sortir ces eaux et les amener à d'autres usages, c'est peut-être un peu plus sensible. Mais sur d'autres communes, on y pense dès aujourd'hui. Nice, par exemple, pour vous donner une info, Nice a son propre réseau d'eau brute. C'est-à-dire qu'on a un réseau d'eau potable et un réseau d'eau brute qui arrose les espaces verts, qui permet d'alimenter le nettoyage des voiries. Aujourd'hui, si on réutilisait les eaux usées traitées sorties à Aliotis, une partie, 5-6 millions de mètres cubes sur les 40 que Aliotis produit, eh bien, ça nous permettrait d'arroser les espaces verts, de nettoyer les voiries et d'économiser 6-7% de notre ressource en eau, ce qui n'est pas rien. Aujourd'hui, la France, c'est un mauvais élève, entre guillemets, on n'est même pas à 1% des eaux usées traitées qui sont valorisées. 8% en Italie, 14% en Espagne, 80% en Israël. Voilà, dans ce pays, et Namibie, voilà, là où on est d'accord, on a des stress hydriques importants. Là, à Singapour aussi, ils vont jusqu'à reconsommer l'eau, même la marketer, c'est-à-dire vous avez de l'eau embouteillée. Si vous avez un jour la possibilité d'aller voir sur le net, regardez le programme New Water à Singapour, c'est carrément des bouteilles marketées, c'est de l'eau usée sortie station d'épuration qui est potable et que les gens consomment. Donc, on pourrait y arriver, enfin, on n'y est pas encore à ce point-là, mais en tout cas, on a la possibilité au travers de la réutilisation des eaux usées de faire des choses et diminuer notre empreinte eau. Réutilisation des eaux grises, je vous le disais tout à l'heure, utiliser de l'eau potable pour tirer la chasse d'eau, quelle aberration. Il faut qu'on arrête ça. Enfin, je veux dire, la réglementation, elle ne nous le permet pas encore, mais il faut qu'on y aille. C'est pas compliqué d'utiliser, enfin, c'est pas compliqué. Je veux dire, techniquement, en tout cas, c'est facile de récupérer les eaux de la baignoire, de la douche, des lavabos, de la lessive plutôt. La vaisselle, c'est plus compliqué parce que quand vous faites la vaisselle après avoir mangé votre plat de lasagne, vous allez injecter dans le réseau, enfin en tout cas dans le système de l'eau et de la matière organique. Et ça veut dire que cette eau, elle peut tourner dans le temps, si elle est stockée un certain temps. L'avantage des eaux de baignade, enfin des eaux de baignade, de la douche, le lavabo,
la salle de bain, la baignoire et la lessive, c'est que là on est sur des eaux qui ne sont pas trop chargées en matière organique, qui sont facilement traitables, stockables et qui peuvent être réutilisées pour tirer la chasse d'eau. Voilà, tout simplement. Et économiser 20% de l'empreinte, 20% des consommations. Dans des pays comme le Japon, ils font ça depuis 20 ans. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, dans le Japon, quand ils construisent leur appartement, ils ont même des lavabos qui, lorsque vous vous lavez les mains, l'eau va remplir directement le réservoir de la chasse d'eau. Voilà. Donc il y a quelque chose à faire là-dessus. Et c'est absolument fondamental. Donc réutilisation des eaux usées traitées, réutilisation des eaux grises et valorisation de l'eau pluviale. Sur le territoire de la métropole, il tombe, alors peut-être pas l'an dernier, je vous l'accorde, mais il tombe environ 1 milliard de mètres cubes d'eau par an sur le territoire de la métropole. 1 milliard. Là où on en consomme, je vous le disais, 45 millions. 4%. C'est-à-dire que ce qu'on consomme, c'est 4% de ce qui tombe du ciel. Alors le problème, c'est que ça ne tombe pas forcément au bon moment. C'est-à-dire que quand on en a besoin l'été, il ne pleut pas, comment on fait? Donc c'est la complémentarité d'usage, c'est ça. Ça serait trouver un modèle mixte de consommation des eaux grises et de l'eau pluviale en hiver, et des eaux grises en été, exclusivement, s'il ne tombe pas d'eau. Voilà, c'est trouver un mixte qui nous permet effectivement de réduire notre empreinte. Donc tout ça, ça fait partie des choses qu'il faut qu'on travaille. Et le dernier slide que je voulais vous montrer, qui est celui-là, c'est la résilience, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il faut absolument qu'on se prépare. La résilience, c'est quoi? C'est anticiper les chocs à venir. Aujourd'hui, là, la régie, on est en train de construire avec une structure qui s'appelle Carbone 4. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler de M. Jean Covici, qui parle beaucoup, mais qui fait beaucoup de... voilà, il a monté son bureau d'études qui s'appelle Carbone 4, qui permet à des entreprises, à des structures privées, publiques, de construire, d'évaluer quelle est l'empreinte carbone de son activité et son impact sur le changement climatique. Enfin, notamment, quel est l'impact carbone. Aujourd'hui, les gens avec qui on travaille nous disent 2100, voilà, 2100, plus 2 degrés, déjà c'est un bel objectif. Faire en sorte que la température moyenne de la planète ne dépasse pas plus 2 degrés. Déjà ça, si on y arrive, c'est bien, parce que c'est 2 degrés, ça voudrait dire déjà que les eaux montent d'1 mètre en Méditerranée, plus 1 mètre. À horizon 2100, plus 50 cm à horizon 2050, donc c'est dans pas longtemps, et plus 1 mètre à horizon 2100. Ça a des effets incroyables. C'est-à-dire que 1 mètre d'eau en plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, au niveau des champs captants que nous avons, la nappe que nous avons en bas, qui sert à secourir l'eau, effectivement une grosse partie de l'eau aujourd'hui elle provient de la Vésubie, elle descend pour alimenter toute la rive gauche jusqu'à Monaco, mais en cas de secours, quand la Vésubie se tarit, comme cet été, on a compensé par le pompage en bas, dans la nappe du Var. Comme vous en avez bénéficié avec le canal de la Gravière, nous, d'autres communes en rive gauche, notamment Nice, on a compensé par le pompage dans la nappe du Var en bas. Sauf que 1 mètre d'eau, c'est une entrée du liso salé, donc du sel, de l'eau salée beaucoup plus profond, et qui va potentiellement venir condamner ces champs captants. Et sans parler des problèmes d'immersion avec 1 mètre quand on a de la houle. Donc ça veut dire que pour les générations futures, 2100, c'est probablement des ouvrages en bas, proche de la mer, qui seront condamnés. Et si on ne l'anticipe pas maintenant dans notre vision, si on ne l'anticipe pas dans notre stratégie d'investissement, eh bien, ça veut dire que notre héritage, il sera inefficace. C'est-à-dire qu'on va condamner les générations futures. Donc la résilience, c'est ça. C'est savoir qu'on va vers des avenirs compliqués, des recrudescences de tempêtes Alex, des recrudescences de sécheresse, des montées de niveau d'eau. Il faut qu'on travaille, notre objectif, c'est de travailler avec des experts pour anticiper cela, anticiper nos investissements et faire en sorte et préserver les générations futures. Ça fait partie aussi de notre quotidien, c'est-à-dire ne pas rester ancré uniquement sur le court terme, sur ce qui se passe demain, après-demain, il faut le faire, ou cet été, mais ce qui se passera d'ici 75 ans. Voilà. Donc, écoutez, merci pour votre attention. Si vous avez d'autres questions particulières, il y avait quelques slides derrière, mais on verra après sur... Voilà. Merci. Merci beaucoup Arnaud, c'est je trouve que c'est très très rassurant d'avoir des gens comme toi et certainement beaucoup de tes collègues aussi, je veux dire, éclairés. Et ça inverse en général la réaction qu'on a de dire c'est les autorités qui ne font pas les choses comme il faut. Là, en l'occurrence, c'est à nous de faire les choses comme il faut. Et la responsabilité, je trouve, elle repose beaucoup plus
sur l'usage, comme tu l'as démontré dans ton avant-dernière diapo, l'usage et la modification des façons de faire et des façons de consommer, enfin d'utiliser l'eau. Il y a une question qu'on pourra peut-être poser tout à l'heure, mais moi qui m'inquiète beaucoup, c'est quand tu dis la nappe, la première nappe sous le Var. Bon, il va falloir peut-être dépasser ce stade et creuser dans la nappe qui est en dessous, qui, si j'ai bien compris, est en fait une nappe fossile, si je ne me trompe pas. Enfin bon, on reposera ça. C'est effectivement, il faut prévoir, parce que là, si on commence à taper dans ces réserves-là, on est... Enfin, moi, tu veux y répondre tout de suite, je pense que c'est assez éclairant. Alors, effectivement, nous, la projection future qu'on fait, actuellement, on travaille sur des communes, enfin, je veux dire, on va remonter la puissance de soutirage de nos champs captants, c'est-à-dire qu'on la remonte un petit peu. Ouais. Ça s'inscrit quelque part dans cette dynamique de résilience, c'est-à-dire qu'on a un projet à Gatière, on a un projet au bec de l'Estéron, et donc c'est des endroits où effectivement on s'affranchit de la problématique potentielle de remontée des eaux, donc on remonte un petit peu. Là, ça c'est la vision plutôt long terme. Là, à court terme, effectivement, on a des travaux actuellement qui sont en cours, qu'on va mener. 1, 2, 2. Oui, c'est bon. Ouais, c'est bon. Là, on a des travaux qui sont en cours sur Carrosse, où on va effectivement faire deux forages qui vont venir pomper l'eau un peu plus profond, de manière à ce que si on atteint des niveaux de nappe, comme on a vécu cette année 2022, on sera moins démunis. Mais voilà, ça c'est une vision à court terme. Pareil, du côté de la rive, parce que là on est en rive gauche, du côté de la rive droite, pardon. En rive gauche, au niveau de Castagnier, là où on a Joseph Rébaud, on est en train de réfléchir, puisqu'on a mis en place un champ captant au niveau du Reguez. Vous savez, je ne sais pas si vous voyez, on a une unité qui est là, à côté du crématorium. On a un champ captant ici qui permet de secourir le canal de la Vésubie. On pompe dans la nappe du Var pour refouler dans le canal de la Vésubie et alimenter Niche dans toute la rive gauche. Là, on est en train de réfléchir à interconnecter le Joseph Rébaud un peu plus haut à Castel, dans les hauteurs, jusqu'à ce champ captant, pour qu'effectivement ce champ captant serve de secours aussi au nord, enfin à Saint-Martin-du-Var et toutes les communes du moyen pays rive gauche. Donc ça fait partie des choses. Effectivement, l'interconnexion rive droite rive gauche, c'est aussi un axe fort de développement, enfin, en tout cas de notre stratégie d'investissement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette interconnexion n'existe pas. C'est-à-dire que si on veut secourir la rive droite par la rive gauche, et inversement, on ne sait pas faire. Donc on est en train de travailler sur des projets là, qui vont nous permettre, donc c'est inscrit dans notre plan d'investissement, notamment, vous voyez, par exemple, c'est encore en cours d'étude, mais ce qu'on voudrait faire, c'est peut-être faire passer une conduite sous le pont de la Monda, qui permettrait à la rive droite d'être secourue par la rive gauche en cas de souci, et inversement. Voilà. Donc, effectivement, c'est... Mais encore une fois, ça ne nous permet pas, on est vraiment dans la notion d'efficacité, mais il ne faut absolument pas oublier la sobriété. C'est-à-dire que il ne faut pas se dire, effectivement, qu'on s'adapte à un niveau de consommation qui, aujourd'hui, n'a plus vraiment raison d'être. Donc ça veut dire que d'abord, il faut baisser la consommation. Enfin, c'est pas d'abord, c'est des choses qui se font en parallèle. C'est baisser la consommation, consommer moins, c'est être plus efficient sur notre façon d'être, de travailler, d'être plus efficace, c'est consommer mieux, et c'est sécuriser l'approvisionnement. Donc on est vraiment dans la sécurisation de l'approvisionnement. Et c'est trouver d'autres sources qui permettraient de limiter notre empreinte eau, comme les eaux usées traitées, comme les eaux grises, comme les eaux pluviales. Ça, il faut qu'on franchisse un cap. La réglementation aujourd'hui ne le permet pas. Il faut qu'on arrête. On a encore passé dernièrement une journée à parler réutilisation des eaux usées traitées. Vous avez des centaines, voire des milliers de projets qui sont prêts, mais qui sont aujourd'hui bloqués par le barrage de la réglementation. Le jour où alors c'est vrai qu'on en parle de plus en plus de reuse maintenant, c'est vrai que c'est l'avantage, entre guillemets, de cette sécheresse 2022, c'est qu'elle a, comme tout traumatisme, déclenché un certain nombre de choses, et maintenant on se dit oui, il faut y aller. Mais sur les eaux grises, c'est pareil. Sur les utilisations d'eau pluviale, c'est pareil. Les constructions, on discute avec les promoteurs immobiliers, les promoteurs immobiliers nous disent maintenant, quand on construit un immeuble, on construit une cathédrale sous l'immeuble pour stocker les eaux usées, enfin les eaux pluviales, pour éviter de saturer le réseau. Et après, une fois que le temps de pluie est passé, on restitue cette eau pluviale dans le réseau, pour éviter les à-coups sur les stations d'épuration. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que cette eau pluviale qui est stockée dans ces cathédrales lors des constructions, il y ait aussi des logiques de valorisation de ces eaux, de réutilisation? Il faut qu'on change de paradigme, là. On n'a plus le choix. Maintenant,
Nicolas, Rémi, je vous passe la parole pour comprendre, qu'on comprenne tous quelle est votre approche par rapport à la ressource en eau, comment vous vous êtes dépatouillé de cet été terrible et quelles leçons vous en avez tirées. Voilà. Nicolas Lasso, président en plus d'Agribio 06, et Rémi, agriculteur Vansois. Nico. Bonsoir à tous, merci Laurence de nous avoir invités. Alors voilà, donc juste pour resituer, je suis agriculteur à Carrosse, donc en maraîchage. C'est sur une petite surface, donc c'est moins d'1 hectare, et pour la consommation en eau, donc je suis sur le réseau d'eau d'Azur, donc j'arrose avec de l'eau potable, j'ai pas de forage, donc c'est un terrain communal, donc la mairie n'a pas voulu faire de forage, et moi je ne veux pas payer un forage, ça coûte très cher. Et je consomme donc pour moins d'1 hectare entre 2500 et 2800 mètres cubes par an, ce qui est quand même relativement grand, donc que je paye. Donc ça assez cher. Donc bon, évidemment ça fait économiser, on essaie d'économiser. L'eau et l'agriculture c'est un vaste sujet, hein. On a vu les méga-bassines, on a entendu parler, les pour, les contre, etc. Mais faut vraiment voir, il y a une question à se poser, c'est quel type d'agriculture, pour quel type d'agriculture on utilise l'eau. C'est-à-dire, est-ce que c'est de l'agriculture nourricière, réellement nourricière? Si c'est nourricière pour les humains ou pour des animaux, donc il faut en plus abreuver, donc ça consomme encore plus d'eau. Agriculture qui est redistribuée en local, donc on va consommer de l'eau locale pour le distribuer en local ou qui va être exportée à l'étranger, en tonnes, en milliards de tonnes. Donc il ne va pas nourrir la population autour. Et agriculture pour, donc on a beaucoup parlé des betteraves par rapport aux néonicotinoïdes. Donc la betterave consomme énormément d'eau, et là c'est pas pour se nourrir, c'est la betterave sucrière, hein, c'est pas la betterave que vous mangez, la betterave rouge. Donc c'est uniquement pour faire du sucre raffiné, pour des sodas, et là ça prend beaucoup d'eau, beaucoup de terres agricoles, pour finalement réempoisonner nos enfants avec des bonbons Haribo et des sodas. Et et encore pire, non mais voilà, faut en parler. Encore pire, donc c'est de l'agriculture, hein, donc consommatrice d'eau pour faire des biofuels, des biocarburants. Donc on va mettre dans des moteurs de voitures. Donc là encore de la consommation d'eau, la consommation de terres agricoles uniquement pour rouler. Donc tout ça pour dire que voilà, il faut vraiment reviser, se recentrer sur une production nourricière pour l'homme et en local. Ensuite, on a donc ce type d'agriculture, mais il y a le mode d'agriculture. Donc là, vous parlez à 2 agriculteurs qui sont en biologique, agriculture biologique. Donc on utilise beaucoup de matière organique dans le sol. Il faut savoir que la matière organique retient beaucoup plus l'eau que l'argile, c'est environ 15 fois plus. Donc en faisant l'agriculture biologique, au final, on va garder de l'eau dans nos sols, qui va beaucoup moins s'évaporer. En termes techniques, on augmente la réserve utile d'un sol, c'est-à-dire c'est la capacité d'un sol à retenir l'eau et la restituer à la plante. Donc avec ce type d'agriculture, on va beaucoup plus garder d'eau dans le sol, beaucoup plus économiser l'eau qu'en agriculture conventionnelle. Donc, tout ça pour vous dire qu'il faut consommer en local et en agriculture biologique. Donc là je fais un peu j'ai presque pas de paroisse Donc ensuite au niveau des restrictions d'eau cet été, donc moi j'ai pas trop été touché parce que je suis sur le réseau, il y a eu une petite baisse de pression mais ça n'a pas été catastrophique. On a juste eu des restrictions au niveau des heures d'arrosage. Il fallait arroser soit le matin soit le soir, mais ça de toute façon ça a de bon sens. On n'a pas attendu ces arrêtés préfectoraux pour le faire. Ensuite, voilà, il y a différentes méthodes hein, pour économiser l'eau. Donc typiquement, déjà sous serre, on a une évapotranspiration. Donc l'évapotranspiration, c'est ce que va évaporer la plante, qui va prendre dans le sol, il va donc évaporer. La plante, ça n'a pas de cœur, donc en fait, pour faire remonter l'eau et les nutriments, elle transpire, donc elle va évaporer l'eau et la prendre dans le sol. Donc ça, c'est une eau qui va être perdue. Donc il faut voir que sous serre, on a une évapotranspiration qui est moindre qu'en plein champ. Donc le fait de couvrir les cultures, au final, on fait des économies d'eau. Il y a le paillage, évidemment. Et ensuite, il y a une méconnaissance au niveau des irrigations, c'est-à-dire, je suis aussi formateur au CFA d'Antibes, donc au CFA agricole, et quand on parle d'arrosage, souvent les agriculteurs ils font ça au doigt mouillé, hein, sans mauvais jeu de mots.
Donc c'est-à-dire on arrose et souvent c'est beaucoup trop en fait. Il faut savoir que pas assez arrosé, évidemment, c'est pas bon pour la plante. Trop arrosé, c'est aussi néfaste, voire plus néfaste que pas assez arrosé. On va étouffer la plante, les racines doivent respirer, et s'il y a trop d'eau, il n'y a pas d'air, donc c'est des plantes qui vont être en mauvaise santé. Donc en fait, il faut arroser juste. Et là, on y a des tables, on a des données, et personne ne s'en sert. En fait. Donc il y a toute une rééducation à faire à ce niveau-là, de ne pas balancer de l'eau comme ça et voir si c'est mouillé ou pas. Donc il y a vraiment tout ce travail à faire. Donc ça c'est le travail à court terme. Ensuite, sur le long terme, là on va plus parler d'adaptation des cultures. C'est-à-dire qu'on travaille avec Agribio et la maison de semences paysanne Maralpine, la MSPM. On a un travail conjoint sur adapter des semences, des variétés à notre climat, à notre sol. Donc là, c'est un travail qui est sur plusieurs années, mais il y a eu une grosse rupture après-guerre avec les semenciers qui sont arrivés, avec les hybrides F1, des solutions miracles. Plus personne n'a récupéré ces graines. Donc en fait, il y a tout ce retravail à faire qui a été oublié pendant des dizaines d'années. Et là, on peut essayer de sélectionner des variétés qui sont moins consommatrices d'eau. Donc voilà, il y a tout ce travail. Donc sur le court terme, on a un peu des solutions. C'est un peu des solutions pansement. Il faut vraiment travailler sur le long terme et refaire de l'éducation par rapport à l'irrigation. Voilà. Je ne sais pas si Rémi, tu veux dire quelques mots. Oui, donc bonjour tout le monde. Donc moi je suis agriculteur sur la commune de Vence, ça fait un tout petit pouce. Vous m'entendez? Oui. Et donc agriculteur sur la commune de Vence, la ferme Petit Pouce. Je suis en titre de comparaison avec Nicolas, je suis 2 fois plus petit que lui. Je cultive sur 4000 m² environ. Donc c'est une petite ferme. Déjà Nicolas c'est une petite ferme, moi je suis une très petite ferme. Par rapport à d'autres régions en Bretagne, tout ça, où ils cultivent sur des dizaines d'hectares. L'été dernier, moi j'ai quand même été impacté un peu par les problèmes de sécheresse. Donc il faut savoir que je suis alimenté par une source naturellement sur mon terrain, que je capte et qui est après collecté dans un réservoir. J'ai la chance d'en avoir un. Et cette année, la source, elle se tarit un petit peu tous les ans, au mois d'août-septembre, naturellement, il n'y a plus qu'un petit filet. Cette année, au mois d'avril, j'avais plus du tout d'eau, plus une goutte. Et donc mon voisin, qui a un certain âge, il m'a dit que c'est la première fois en 70 ans qu'il voyait ça. Donc là, moi, ça m'a fait quand même un peu peur. J'ai la chance d'être raccordé sur le réseau, sauf que j'ai un peu des problèmes d'alimentation d'eau via le réseau. Bon, c'est particulier parce que je suis sur le canal de Rio, il y a des problèmes de pression et de débit. Mais bon, voilà, mais du coup, plus de source, problème de réseau, donc j'avais très peu de débit. Et du coup, j'ai dû faire des choix pour mes cultures. Donc j'ai un peu laissé tomber certaines cultures. Et grosso modo, j'estime à peu près à 15-20% de perte sur certaines cultures, comme les tomates plein champ, tout ça. Donc ça a un impact, moi, personnellement financier. Et aussi pour le consommateur, ça fait moins de produits locaux et frais et bio pour les bons soins. Voilà, après moi l'intervention de M. Rostand, je la trouve globalement rassurante. Je vois qu'il y a plein d'axes où on peut faire des économies. Rien que les toilettes, 20%, je ne savais pas que c'était autant. C'est énorme. Les eaux pluviales, alors on nous dit souvent pourquoi vous ne stockez pas plus en maraîchage, stocker les eaux pluviales ou stocker plus avec moi ma source en hiver, tout ça. Moi mon bassin de 30 m3, donc c'est déjà un gros bassin, il me tient en plein été, j'ai du mal à passer la semaine avec. Donc il me faudrait des méga bassines et après ça pose d'autres questions et ça devient techniquement compliqué de stocker de l'eau à grande échelle. Et voilà, donc moi chez moi, quand je me suis installé, donc ça c'est ma petite anecdote personnelle, j'ai installé des toilettes sèches directement chez moi. Et mes enfants, ils ont toujours connu les toilettes sèches, ils ont 3 ans et 6 ans, et quand ils vont limite à l'école, ils sont presque choqués de mettre du papier dans l'eau. La petite histoire.
Je voudrais juste ajouter que on parle sans arrêt de circuits courts, etc. Ces deux agriculteurs vendent leurs produits sur le marché de Vence le samedi, et que parmi les nouvelles attitudes qu'on peut adopter, c'est de consommer quasiment exclusivement chez eux, parce que ça a un sens. Ça a vraiment un sens, c'est une production du territoire, c'est avec l'eau de nos sources, etc. Et je pense que c'est vraiment très très important. Consommer mieux et directement, je dirais consommer humain, parce qu'on sait qui a fait pousser ce qu'on mange. On peut peut-être, à moins que vous ayez des trucs, mais j'ai une question pour... Ah, bah, voilà. C'est juste une question par rapport au tableau, donc c'était 2022. Donc il y avait 1 800 000 m3 pour domestique, 14 000 pour l'agriculture, il y avait 12 000 sans facturation. C'est quoi Alors c'est vrai que généralement, le sans facturation, c'est plutôt les... C'est quasiment les quantités d'eau agricole. Alors, j'ai pas le détail exactement du sans facturation, c'est des données qui viennent de la clientèle. Généralement, sur les autres communes, le sans facturation correspond aux fontaines. C'est-à-dire des fontaines qui sont alimentées par l'eau potable et qu'on ne facture pas. C'est à peu près, c'est généralement cet ordre de grandeur-là. Mais là, c'est vrai que les fontaines, la spécificité de Vence, c'est que c'est alimenté par la FOU. Donc il faudrait que je creuse un peu, que je vois à quoi ça correspond en effet. D'habitude, c'est les fontaines. Hein. Alors, est-ce qu'il y a des fontaines aujourd'hui qui sont sur le réseau d'eau potable ? Faut que je regarde. Une ou deux. Bon, déjà, ça va vite, hein, ça chiffre vite, hein, une fontaine. Et effectivement, c'est de l'eau qu'on ne facture pas, celle-là. Petit message de conclusion, bien sûr en les remerciant parce que ça rassure de savoir qu'il y a des gens comme toi Arnaud et d'autres qui se posent les bonnes questions. Et il y a les produits des agriculteurs à la sortie, si vous ne filez pas tout de suite le temps de nous laisser le temps de découper quelques trucs, vous pourrez autour d'un buffet continuer à échanger. Et puis surtout, ce qu'on aimerait, c'est que vous parliez du salon Ecohabitat où vous trouverez toutes les solutions en mars, et que vous veniez et que vous voyiez aussi que avant de faire pression pour que les lois changent, parce que c'est à nous de le faire et à personne d'autre, il y a des moyens d'économiser et l'énergie et l'eau. Ça sera le sujet de ce salon qu'on a passé beaucoup de temps à organiser, surtout pour trouver les solutions de reuse ou reut, enfin comme tu veux. Voilà. Merci à tous d'être venus ce soir.